Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous vous recevons à Magnac-la-Valette. Alors, où se trouve Magnac-la-Valette ? C'est un grand mystère. Aujourd'hui, nous sommes à côté d'Angoulême et nous rendons visite à des gens que nous aimons beaucoup et que nous suivons depuis de très très nombreuses années, puisqu'il s'agit de la maison Saphir. Alors Saphir, si vous connaissez les discussions sartoriales, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous avez sans doute aperçu quelques émissions que nous avons dédiées à l'entretien du cuir. Et quand on parle d'entretien du cuir en France et voire même dans le monde entier, il y a tout de suite une marque qui vient à l'esprit des gens, c'est la marque Saphir, et particulièrement pour nous les amoureux des beaux souliers, la gamme Saphir médaille d'or qui, pour tous les amoureux du cuir, est quelque chose qui est presque une espèce de produit iconique que tout le monde doit avoir dans son placard. Et donc ça fait de nombreuses années que nous sommes en contact avec la famille Moura, puisque vous allez voir que c'est une entreprise qui est 100% familiale aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste avant la crise sanitaire, on avait prévu de se voir, de rendre visite enfin, parce que moi, ça fait des années que je me demande, mais comment font-ils ? Qu'est-ce que c'est que ces potions magiques là, qu'ils mettent dans ces jolis flacons, etc. Et là, donc, pour la première fois, c'est chose faite. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Marc Moura, qui est la deuxième génération de la famille, qui est donc à la tête de Saphir. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Bonjour Hugo. La deuxième génération, je dirais même la troisième, oui. Puisque mon grand-père était déjà dans... Exactement, donc la troisième génération. Et à ma droite, la quatrième génération, donc de la famille Moura, avec Katia Moura, qui a rejoint l'entreprise familiale assez récemment, puisque tu es encore toute jeune. Oui, exactement, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Et donc, nous, on aime beaucoup les affaires de famille. Vous savez qu'on a écrit un livre sur l'Italie, notamment, et l'Italie, ce ne sont que des affaires de famille. Et à chaque fois qu'on trouve la même chose en France, ça nous réjouit, ça nous réchauffe le cœur. Et en plus, quand on trouve une famille qui est, on peut le dire, sur cette gamme haut de gamme de l'entretien du cuir, vous êtes le leader mondial. Tout à fait, un leader mondial incontesté, présent sur tous les continents, Exactement. dans plus de 90 pays. Ouais. Exactement. Donc vous voyez, mesdames, messieurs, quand on parle que la France est en train d'être déclassée, etc., on se rend compte que quand on fouille un peu, on a encore ici et là des leaders qui sont incontestables et incontestés, d'ailleurs, sur leur marché. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, bon, quand on parle de cirage, quand on parle de beauté du cuir, quand on parle de crème surfine ou pour les amateurs de crème universelle, parce que moi c'est un des produits que j'ai toujours eu dans mon placard, je pense que ça doit me venir de mon grand-père qui était cordonnier, il avait des crèmes universelles de chez Saphir. Donc je vous propose de rentrer dans ce magnifique sujet par la porte de l'histoire et de l'historique, puisque nous sommes en présence d'une entreprise qui a aujourd'hui plus d'un siècle. Alors, raconte-nous Marc, comment est né Saphir ? Comment est né ? Alors, Saphir fait partie du groupe Havel, que vous possédez, n'est-ce pas ? Alma FRC, qui est la holding familiale, qui chapeaute beaucoup d'entreprises aujourd'hui. D'accord. Notamment l'entreprise Havel et l'entreprise Perfecta. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. Il se trouve que nous avons tourné hier, mesdames, messieurs, un très joli reportage dans la société Perfecta, donc qui fait partie du groupe Havel et qui est spécialiste des embauchoirs pour mettre dans vos jolis souliers et pour les entretenir. Et alors, je ne sais pas laquelle des émissions sera diffusée avant, mais en tout cas, ça fait partie du groupe Havel. Donc, raconte-nous l'histoire. Puisque donc, tu me dis, c'est ton grand-père qui a démarré toute cette affaire familiale. Raconte-moi les grandes lignes. Les grandes lignes. Mon grand-père, après-guerre, rachète une entreprise de produits d'entretien, donc basée à Saint-Denis, et se lance dans les produits d'entretien. D'accord. Des produits d'entretien plutôt ménagers, donc avec une petite partie cirage à l'époque, avec une marque qui a disparu depuis qui s'appelait Ric-et-Rac, un chien noir et un chien blanc, donc voilà. Et donc cette entreprise prospère, se développe. À un moment, mon grand-père décide de vendre l'entreprise, donc avec son fils, donc mon père qui travaillait ensemble. Qui s'appelle Alexandre. Alexandre, tout à fait. Comment s'appelait ton grand-père ? Lucien. Excusez-moi, j'ai dit tu à Monsieur Moura. On se tutoie, ça va comme ça ? Bon voilà, mesdames, messieurs, on est en direct, donc on fait ça naturellement. J'ai essayé de le vouvoyer au début, mais je me sentais un peu mal à l'aise, donc on va continuer à se tutoyer. Voilà. Donc ton grand-père s'appelait comment ? Lucien, mon père Alexandre. Et vous avez retrouvé, c'était un peu quelque chose qui est vraiment familial, parce que dans le nom d'Havel, Havel était créé avec les initiales des prénoms de mes grands-parents et de ma mère. Donc Alexandre pour le A, donc, donc AV pour Valia, donc ma grand-mère, Edmé donc pour ma mère, le E, et Lucien pour mon grand-père. D'accord. Voilà. C'est marrant parce qu'on a reçu la famille Camps de
Lucas à notre table il y a peu de temps. Et quand ils ont appelé leur nouvelle entreprise Atelier de Lucas, ADL, pourquoi? Parce que c'est en référence à leur grand-mère qui s'appelait Adèle. De Lucas. Voilà, donc on adore ce genre. Messieurs, c'est des petits points de détail comme ça, mais ça fait toute la différence. Les créateurs essaient toujours de donner une emprise familiale, solide, effectivement. Et mon père, donc après avoir vendu cette entreprise avec mon grand-père, a recréé donc une autre société, donc la société Havel, qu'il a créée en 77. Et cette société, très rapidement, a voulu se développer dans les produits d'entretien, le métier d'origine de mon père, et a repris donc la société, donc la marque Saphir, qui était en faillite. Donc là, on est en 1977. Hein, c'est 77 création, 79 reprises de la marque Saphir. D'accord. Donc, qui n'allait pas bien, c'est ça, la marque Saphir. Donc, elle fait 2 faillites successives. D'accord. Parce que Saphir a démarré en 1920 à Faverges. Donc, en Savoie. Oui, en Savoie. Donc, avec la famille d'Estagnol, qui avait lancé donc, cette société. Très belle société française. Donc, déjà dans le haut de gamme. Déjà dans le haut de gamme. Avec la chance d'être en France, avec des contacts particuliers, déjà avec les maroquiniers historiques, des grandes maisons comme Hermès, on peut les citer, qui ont collaboré dès l'origine de la société, donc avec Saphir. D'accord. Et cette proximité donc, de ces grands noms, maroquinerie et chaussures, a fait que les produits Saphir se sont tout de suite assez rapidement démarqués. Et la marque Saphir, en 1925, a obtenu la médaille d'or. À une exposition à Paris. Donc c'est l'explication, mesdames, messieurs, de Saphir médaille d'or, puisque vous avez eu donc cette médaille en 1925. Exactement. Alors, donc tu disais Saphir allait pas bien. Et c'est ton père ou ton père qui dit bon nous on va relancer. On va reprendre la société. Et alors comment ça se fait que eux n'arrivaient pas à le faire fonctionner et qu'est-ce qui a fait la différence que vous avez réussi à lui redonner ses lettres de noblesse? C'est votre talent managérial? C'est parce que vous connaissiez mieux le marché? Parce que vous aviez une vision peut-être plus passionné par rapport au produit? Quel est ton... je sais pas si c'est une question un peu difficile. Oui, parce que non, mais pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'on a tout de suite changé de stratégie. La stratégie de la société précédente qui s'appelait Maxi-Cep, qui avait la marque Maxi et Saphir, deux marques de cirage, avait une vocation, donc, après avoir repris la marque Saphir lorsqu'elle a fait faillite, de développer, de continuer à se développer dans la distribution de la chaussure. Il y avait des grandes chaînes de magasins de chaussures qui commençaient à l'époque à se développer, etc. De chercher à faire du volume et de répondre aux besoins des magasins qui voulaient toujours plus de promotions, des prix de plus en plus chers, etc. Et des marges qui naturellement se dégradaient très fortement avec une concurrence assez forte d'acteurs étrangers. Bien sûr. Et mon père, lorsqu'il a racheté donc, cette société et donc, cette marque, notamment Saphir, a décidé premièrement d'arrêter Maxi, de tout passer sur la marque Saphir. Parce qu'il trouvait que la marque était plus prestigieuse, un nom plus joli. Donc on a tout passé, donc tous les produits sous la marque Saphir pour avoir un seul drapeau à défendre, une seule bannière, et d'arrêter de vendre aux gens qui ne voulaient pas acheter de la qualité. Donc et de monter en gamme, de chercher à faire toujours mieux. Et tant pis si les produits étaient plus chers. Moi, je vous ai découvert. C'est il y a longtemps, hein, mon grand-père était cordonnier, donc j'ai découvert chez mon grand-père. Saphir, c'était chez les cordonniers. Exactement, voilà. C'était ça à l'époque. C'était votre cœur de cible. Parce que nous, on est revenus chez les cordonniers parce que les chausseurs vendent des chaussures neuves. Le produit, s'il n'est pas très efficace, ça ne se voit pas tellement. Parce que la chaussure est neuve, elle n'a pas besoin d'être recolorée, d'être réparée, d'être nettoyée, elle est neuve. Donc, il y a même des chausseurs qui aujourd'hui, des grands acteurs, qui nous demandent, vous savez, vous pouvez faire le produit comme votre confrère, vous savez, le produit qui fait rien mais qui n'abîme pas la chaussure. Mais ça, nous, on ne sait pas faire. On le dit, mais non, on ne connaît pas. Nous, chaque produit qu'on vend, on le vend pour un usage particulier, pour être efficace, pour que le consommateur qui achète un produit, ça lui serve à quelque chose. C'est pas un produit, simplement. Bien sûr. Donc ça, c'est 77. Et après, tout ça, donc j'imagine parce que une des grandes particularités de votre entreprise et de ton entreprise, Marc, c'est que en fait, vous vendez dans combien de pays? Aujourd'hui, on parle de 90, mais à mon avis, on a bien dépassé. Vous êtes partout. Vous êtes partout. Partout où il y a du cuir. Partout où il y a du cuir. Vous êtes là. Tout à fait. Et quand on parlait effectivement de marque leader mondiale, je m'amuse toujours avec ma fille à citer comme référence, et je pense que c'est une bonne référence qui est assez drôle. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, etc. Vous demandez à ChatGPT. Quelle est la première marque d'entretien de la chaussure dans le monde? Quelle est la meilleure? La meilleure. Et ChatGPT le sait. La meilleure, et il va justifier pourquoi. Donc, les ingrédients, la qualité, les cordonniers et les professionnels l'utilisent et l'aiment. Donc, vraiment, il y a même un développement qui est fait en 5 points. Mesdames, messieurs, ChatGPT vient de remonter dans mon estime. Juste un moment, parce que moi, je leur demande qui est Hugo Jacomet. Donc, quand même, il raconte des choses, mais ça change tous les jours. Donc, ça dépend des choses. Donc, alors, juste
petite question avant de continuer sur l'historique. Toi, oui. T'es tombée dedans quand t'étais petite. Ah oui, dans la marmite, comme Obélix. Toute cette histoire-là, tu l'as fait tienne. Raconte-moi la jeunesse d'une jeune fille qui est dans ce milieu qui est quand même... Alors, moi, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, mesdames, messieurs, quand j'ouvre une boîte de saphir, l'odeur est... Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis client de cette marque depuis toujours. Je ne sais pas si vous avez une odeur particulière, mais pour moi, c'est un peu la Madeleine de Proust. Vous savez, la théorie de Proust, c'est qu'on a les souvenirs volontaires et on a les souvenirs involontaires. Donc, l'histoire de la Madeleine, qui mange chez sa tante, etc. Tout le monde connaît cette histoire-là. Moi, qui suis un grand passionné de Proust, alors évidemment, je la connais. Et donc, cette notion de mémoire involontaire, moi, je la retrouve à chaque fois que j'ouvre un produit saphir. Parce que ça me... Alors moi, bien sûr, c'est mon grand-père, bien sûr, et puis j'adore cirer mes souliers, et puis c'est un moment de détente, etc. Donc, mais j'ai plein de souvenirs comme ça qui me viennent. Alors raconte-moi la jeunesse d'une jeune fille qui est dans ce milieu un peu particulier de l'entretien du cuir. Tout d'abord, c'est vrai que mon grand-père, j'ai le souvenir encore de mon grand-père et de mon père discuter les week-ends, des différents produits, du business aussi, comment ça va, les nouvelles, le client japonais qu'ils ont trouvé tout récemment. Enfin voilà, tout ça, c'est vrai que ça vit dans la maison. Et après, l'odeur, un souvenir, voilà, j'attendais papa à l'usine, dans son canapé ou dans son bureau, voilà. Donc, et bien sûr, il y a cette odeur qui remonte, qui est le souvenir dont vous parlez vraiment exactement. Bien sûr. Donc, les cires. Donc, on utilise beaucoup de cires. On en parlera sûrement tout à l'heure. Bien sûr. Et puis aussi, papa disait souvent, étant petite, on ne sait pas encore lire. Mais par contre, on peut reconnaître des signaux, des symboles. Et du coup, il faisait en sorte que je reconnaisse le logo. Donc, voilà. Donc, j'arrivais à voir le logo. Avant de savoir lire. C'est incroyable ça. J'étais très conscient parce que c'est vrai que mon grand-père et mon père ont toujours eu à l'esprit de transmettre effectivement le savoir et l'entreprise familiale. Et je me suis senti un peu obligé de faire la même chose pour la quatrième génération. Bien sûr. Parce qu'on a vu trop d'entreprises avec mon père, familiales, brillantes, un peu comme les nôtres, disparaître. Parce que rachetés par des grands groupes qui, au bout de 3-4 ans, changent complètement de stratégie, de produits. Et voilà, l'entreprise perd effectivement toute légitimité, disparaît, simplement. Ça me fait plaisir de voir ça en France. Bon, ça existe encore, mais il y en a de moins en moins. Les Italiens sont beaucoup plus forts que nous sur le sujet. Ils arrivent à transmettre de génération en génération. En revanche, les Italiens sont moins forts que nous quand il s'agit vraiment de vendre et d'aller plus haut, puisque l'Europiana, par exemple, ça a été pris par LVMH. Donc ça, c'est un autre sujet. On en a parlé souvent avec les Italiens, en disant on est très fort au niveau famille soudée et transmission d'une génération à l'autre, mais quand ça s'arrête, on a plutôt tendance capitalistiquement à se faire manger par des gens qui ne sont pas italiens, tout simplement. Enfin bon, c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Alors, toi, Katia, qu'est-ce qui, selon toi, et dans tes propres mots, je poserai la même question à ton père, et ce n'est pas un piège, qu'est-ce qui fait que les gens aiment Saphir? Qu'est-ce qui fait que quand vous mettez une crème surfine ou quand vous mettez, moi, mon produit préféré, évidemment, on ne l'a pas là, c'est la crème universelle que tout le monde devrait avoir dans son placard. Qu'est-ce qui fait que quand on met vos produits sur nos souliers ou sur nos sacs ou sur nos cuirs en général, tout de suite, il se passe un truc, ça nous plaît. Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, essaye de me le dire dans des termes pas trop marketing, avec ton cœur. Selon toi, qu'est-ce qui fait que Saphir est tellement adoré, parce que c'est vraiment le mot, par tous les amateurs d'objets en cuir, et de souliers en particulier? Et vraiment, donc, c'est assez simple, et en un mot, c'est la qualité. Donc vraiment, c'est ce qui est associé à la marque Saphir, et c'est pour ça que les personnes sont en accord avec aussi le prix qui est peut-être plus cher qu'un autre concurrent, mais la différence est même visuelle. Donc, c'est pas une émulsion d'eau, c'est des cires avec vraiment de la térébenthine, donc vraiment des ingrédients très qualitatifs. Et on voit la différence. On l'applique sur le cuir, on voit que ça rénove. Et notre marché phare était vraiment les cordonniers qui, eux, testent le produit, le voient, le travaillent tous les jours. Donc vraiment, et ils ont transmis en fait cet amour pour le produit et aux consommateurs finalement, et ça a fait un effet de bouche à oreille. Bien sûr, parce que vous n'avez jamais fait de publicité, ou quasiment jamais. À l'époque de ton père et de ton grand-père, c'est sûr, jamais. Jamais, puis moi non plus, parce que c'est vrai qu'on trouvait toujours ces dépenses inutiles, que les ventes de publicité, c'est vraiment la dernière chose auquel on veut avoir affaire. Donc voilà, et on estimait que
notre travail, c'était de faire les meilleurs produits, de les proposer effectivement aux consommateurs, aux vendeurs, aux consommateurs. Ouais. Et après, le bouche à oreille ferait son travail. Et on peut dire que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, tout ça, ont amplifié et mondialisé le phénomène. Ouais. Le bouche à oreille, finalement. Parce qu'avant, c'était compliqué de communiquer, ça mettait du temps. Bien sûr. Et là, maintenant, on a... bien sûr. Je pense que les entreprises qui respectent le consommateur, comme ça a toujours été notre souhait, moi, il n'y a rien qui me soucie le plus dans une journée qu'une réclamation d'un client, même un client, lambda. Demain, tu veux dire un client final. Un client final. Un consommateur envoie une lettre en disant qu'il n'est pas content d'un produit, machin, etc. Ça va être la priorité de mon agenda de la journée. D'accord. Donc, alors qu'il ne représente rien. C'est une unité achetée. Bien sûr. Mais en soi, c'est absolument anormal qu'un client soit mécontent d'un de nos produits. Donc, ça veut dire que c'est très grave pour moi parce que on sait très bien que c'est la fidélité de nos clients, consommateurs finaux. Celui qui achète un produit par an. Et c'est lui qui demande au cordonnier, même quand il n'a pas saphir, de commander. Parce que moi, j'ai vécu déjà ça. Alors, c'est rare d'avoir un cordonnier sans saphir, mais j'en ai vu déjà. Et j'étais, moi, en vacances, etc. Et je demandais, mais comment ça se fait que vous n'avez pas de saphir ? C'est impossible. Si vous êtes un vrai cordonnier, vous devez avoir du saphir, etc. Alors, d'un point de vue produit maintenant, parce que, alors, on va vous montrer des images, mesdames, messieurs. On a visité l'usine. Alors, moi, j'ai toujours eu cette idée que ces gens-là, c'était un peu des druides. Vous voyez, c'est-à-dire que, parce que c'est quand même assez obscur cette affaire-là, des mélanges, alors des choses pour le daim, des choses pour le cuir, des crèmes surfines, des trucs pour, des crèmes pour hydrater, des crèmes pour nettoyer, etc. Donc c'est vraiment, mais pour moi, vous êtes des espèces de druides de potions magiques, c'est-à-dire que vous, alors, comment ça marche tout ça ? Alors, on va vous montrer des images. Alors, c'est assez rigolo, vous allez voir. C'est des espèces de grandes cuves avec des gens qui remuent, qui mettent des produits dedans, etc. Ça marche à partir de recettes, c'est-à-dire que vous avez comme un parfumeur, vous avez des livres de recettes que vous suivez, j'imagine, et qu'après vous améliorez au fil des années. Comment ça se passe ? À la base, c'est ça. Donc, à la base, évidemment, on avait des recettes qui étaient celles qu'on avait créées parce qu'on pensait que c'était les meilleures. Et donc, c'est vraiment des vraies recettes de cuisine. Le métier le plus proche, c'est un métier de cuisinier. Parce qu'on a des ingrédients. Dans une formule, il y a peut avoir une vingtaine d'ingrédients différents en moyenne. Et tous ces ingrédients sont choisis, Katia peut-être en parlera tout à l'heure, par rapport à leur propriété, donc intrinsèques qu'elles vont apporter sur l'objet qu'on veut traiter. Et tout ça est mélangé, fondu, etc. Et c'est une recette vraiment de cuisine avec des respects de température, c'est très précis, de végétation, etc. C'est très très précis. Et c'est aussi pour ça que le métier est très complexe, c'est qu'on n'a pas le droit du tout à la moindre petite escarcade, de la moindre petite erreur pose réellement problème, et la formule est les plus bonnes. Donc, et avoir des formules qui soient stables dans le temps, qui soient réellement qui puissent se voyager dans le monde entier, parce que quand on exporte au Japon, c'est pas le même climat que quand on exporte en Russie. Ça voyage par mer, il y a des températures élevées, donc il faut avoir une maîtrise de la formulation, de son efficacité de traitement sur le support cuir, mais aussi avoir des formules très stables. Nos produits, 10 ans, 15 ans. Moi, j'en ai même, je te le disais tout à l'heure en aparté, moi je dois avoir une boîte de cirage, une pâte de chez Saphir qui a plus de 20 ans. Alors, elle craquelle un peu, mais ça ne veut pas dire que le produit est pas que meilleur, parce qu'en fait, quand il y a moins de solvant, il y a plus de cire, et pour les glaçages, c'est préférable. Exactement. Alors, tu viens de citer le mot solvant. Beaucoup de gens se posent la question, et je pense que c'est une question fondamentale par rapport à votre travail, c'est Saphir, il doit y avoir beaucoup de produits chimiques dans ce truc-là. D'ailleurs, ça sent, etc. J'ai entendu ça, moi, déjà, en disant vous cirez vos souliers, mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de produits chimiques. Alors que, d'après ce que je comprends, vous faites des efforts énormes, justement, depuis l'origine, pour utiliser un maximum de produits naturels. Qui veut répondre là-dessus ? Je peux répondre. C'est vrai que les formules, elles ont été créées en 1920, pour la plupart. Et les produits chimiques, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Non. Donc, nous utilise aujourd'hui, on a plus de 42 cires, dont une grande partie sont naturelles. On utilise une petit point de détail, tout à l'heure, il m'a même fait manger de la cire. Juste pour me dire qu'à quel point leur produit était naturel. Il m'a fait goûter la cire. C'était pas très bon, mais par contre, c'était vraiment comestible. C'était de la cire de carnauba. C'est quoi, un arbre du Brésil. Un arbre du Brésil. Donc, on a des cires qui sont comme les cires de carnauba. Vous savez, goûtez que tous les gourmands mangent très fréquemment. Encore une fois, c'est ce qui sert à enrober le chocolat. Donc, donc c'est une cire en fait qui est utilisée dans l'alimentation. Mais nos fournisseurs sont, parce qu'il n'y a pas d'entreprise de cirage en soi, donc il y en a très très peu. Et nos fournisseurs, c'est des fournisseurs qui fournissent l'agroalimentaire, la cosmétique,
Et effectivement, toute l'industrie pharmaceutique, pour les huiles, on utilise des huiles naturelles. On a plus d'une quinzaine d'huiles naturelles qu'on va utiliser. Hein. Ça va être l'huile de jojoba, le beurre de karité, macadamia, l'huile de sésame. C'est presque l'eau à la bouche, ces noms-là, en fait, macadamia, etc. Le beurre de karité, c'est quelque chose qui est très fréquent en cosmétique et qu'on utilise, qui est très gras et très nourrissant. Donc, chaque cire et chaque matière et chaque huile ont un aspect plus nutritif ou plus brillant. Donc, parce que le cuir, c'est de la peau, en fait. Exactement, c'est de la peau. C'est le même principe. Non, mais exactement, c'est le même principe que la... Hugo, tu comprends si bien dire, parce que moi, mon après-rasage, c'est ce que je prends dans la fabrication. C'est pas vrai. Ah ouais? Et c'est meilleur que toutes les crèmes qu'on peut acheter, parce que là, c'est du 100% naturel. On ne me fait pas de mélange en ajoutant effectivement que ce soit. Je prends du beurre de karité ou je prends de l'huile de jojoba. Mesdames, messieurs, il n'est pas en train de vous dire de vous servir de votre cirage pour vous hydrater la peau. Il est en train de dire que lui, comme il a les matières premières, il peut s'en servir directement. Donc, attention, ne pas reproduire à la maison. Il faut faire attention aujourd'hui. Il faut venir chez nous et on fournira. Exactement. Voilà. Donc, si vous venez chez Havel, donc chez Saphir, vous pourrez goûter de la cire directement et puis vous mettre en après-rasage du beurre de karité. Mais c'est très intéressant. Et donc, ça veut dire, on peut dire quand même que vous êtes majoritairement avec des produits naturels. Mais il y a même des formules, parce que il y a même une formule qu'on appelle la graisse Everest, qui est une formule 100%, c'est une graisse 100% végétale. Et réellement, là, vous pouvez la manger, vous pouvez vous en servir pour faire cuire vos œufs, etc. D'accord. Il n'y a que des produits vraiment naturels, végétaux, qui rentrent dedans, donc qui sont issus de l'industrie agroalimentaire ou d'autres cires, comme de la cire de riz, etc., qui rentrent dedans. La seule problème, c'est qu'en soi, c'est fabriqué dans un univers qui n'est pas un univers agroalimentaire, c'est tout. Mais bien sûr, bien si sûr. on fait abstraction de ça, qu'il va peut-être y avoir des poussières ou des vapeurs de je ne sais pas quoi, la formule en tant que telle, elle est vraiment... Et bien je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux manger de la graisse Everest que d'acheter beaucoup de produits qui sont vendus dans la grande distribution, qui sont effectivement, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, moi, vivant 6 mois de l'année aux États-Unis, je peux te garantir que quand tu regardes la liste des ingrédients dans n'importe quel... supermarché américain, ça fait peur. Mais nous, on a banni tous les produits qui sont nocifs. On s'est interdit de mettre des logos, des choses comme ça qui sont en soi donc toxiques, nocifs pour la santé, parce qu'on quand on entretient ses chaussures, on se doit de ne pas prendre un risque pour la santé, etc. Et nos salariés qui travaillent chez nous, on est très très soucieux aussi de leur protection sur les lieux de travail. Donc en soi, on arrive à faire avec des ingrédients vraiment naturels, des produits qui sont sans danger. Alors, au niveau des produits, justement, on va faire un tout petit moment sur les produits là, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui peut-être nous regardent, qui ne sont pas complètement familiers avec vous, parce qu'après tout, il existe encore peut-être quelques personnes sur Terre qui ne connaissent pas Saphir. En gros, j'ai beaucoup de jeunes gens qui me demandent « Monsieur Jacomet, je vais acheter mes premières paires de souliers, avec quoi je commence ?» Parce que vous savez, le problème, c'est que chez les chausseurs, généralement, moi, quand j'étais gamin, et j'étais toujours, ils me disaient « Il faut absolument imperméabiliser vos souliers. » Vous savez, des choses un petit peu basiques comme ça. Voilà. Mais là, comme on a la chance d'avoir, on est vraiment au cœur du réacteur de l'entretien du cuir. Si les jeunes gens voudraient commencer par, on va dire, 2-3 produits, c'est-à-dire, voilà, ils viennent d'acheter, ils ont peut-être 2-3 paires de souliers, ils commencent à s'intéresser à la chose, etc. Ils ont fait le pari de la longévité, parce que c'est de ça dont on parle. Parce que là, c'est là que moi, ce que j'aime derrière cette entreprise, c'est qu'en fait, vous travaillez pour faire en sorte que les produits en cuir de vos clients durent le plus longtemps possible et si possible toute leur vie. Donc il y a vraiment une notion de conservation au sens littéral du terme qui fait que c'est quand même extrêmement important et c'est très satisfaisant surtout d'un point de vue écologique, d'un point de vue financier. Enfin bref, vous êtes vraiment au cœur de quelque chose qui est à mon avis beaucoup plus intéressant que de dire on vend du cirage en l'occurrence. Justement, je voudrais qu'on focus un tout petit peu sur cette notion de produit parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui nous rejoignent depuis... Parce que dans notre communauté, ça fait, on va dire, on avait un cœur de cible qui était, on va dire, entre 30 et 50 ans, pendant de nombreuses années, depuis 2009, quand j'ai créé Parisian Gentleman. Et là, depuis 2-3 ans, on sent une vraie poussée de la jeune génération. Et des jeunes gens, très jeunes, souvent entre 18 et 25 ans, qui s'intéressent de plus en plus aux beaux souliers, aux beaux costumes, etc. Alors, je ne dis pas que c'est nous, ce n'est pas le fruit uniquement de notre travail à nous, mais il y a un petit mouvement qui s'est amorcé. Et on y a participé depuis l'origine. Et donc, je sais que ça va intéresser beaucoup de jeunes gens qui nous regardent en disant, voilà, si je n'ai pas beaucoup de budget, je suis étudiant, je viens de m'acheter peut-être mes 2 premières... Moi, quand j'ai commencé, mesdames, messieurs, je me suis acheté ma première paire de souliers d'occasion. J'ai acheté une Grafton de chez Church d'occasion et après, je l'ai revendue
pour m'acheter ma Weston Chasse. J'avais économisé pendant 1 an et demi parce que ça coûtait cher à l'époque, surtout quand tu es étudiant et quand tu bossais l'été, etc. Et donc je suis sûr qu'il y a parmi les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent des gens qui se posent la question. Donc s'ils devaient acheter 2 ou 3 produits Saphir, qu'est-ce qu'ils devraient acheter en premier? Donc, un produit, mais obligatoire, c'est la crème 1925. D'accord. Donc c'est une crème vraiment qui va permettre de nourrir, hydrater, enfin c'est vraiment le must. C'est comme si on n'avait pas de crème hydratante pour le corps. C'est vraiment, sauf que là en plus elle est recolorante. En plus. Imperméabilisante, donc vraiment. Tu peux survivre avec ça. Voilà. Exactement. En gros, c'est un produit vraiment qui peut tout faire. Tu peux tout faire avec. Donc voilà, mesdames, messieurs, la crème 1925, donc ça c'est la date où Saphir a reçu une médaille d'or à l'exposition. C'est ça ? Universelle. Ah ouais, c'est très important. Donc la crème 1925 qu'on achète donc en fonction des coloris de son soulier. Exactement. On parle de souliers en cuir lisse, c'est important. Oui, bien sûr. C'est vrai que pas le daim, etc. Et cuir lisse qui sont pas des cuirs vraiment nappa, très d'accord. Quand tu dis cuir lisse, est-ce que le cuir grainé tu le mets dedans? Oui, on peut le mettre dedans, mais il faut pas. On fait toujours le petit test en mouillant son doigt avec un peu de salive et on l'applique sur le cuir. Et si on a une tache d'eau, ça veut dire qu'on a affaire à des cuirs absolument pas protégés ni pigmentés, donc par des résines de surface, etc. Très fragile. Donc là, il faut mieux pas mettre ce produit-là qui va être trop nourrissant, qui va trop pénétrer dans le. Alors redis-moi, ça nous intéresse. J'aime bien le test du doigt mouillé. C'est les meilleurs tests. Donc tu prends un soulier. Un soulier, ça peut être un sac, ça peut être une maroquinerie. Voilà. Tu mouilles comme ça, et tu mets le doigt. Le doigt, et on appuie un petit peu, et on enlève le doigt, et si on voit tout de suite une tache d'eau sur le cuir. Donc de liquide, c'est ça? Donc ça veut dire que le sac est ce qu'on appelle nous, chez Saphir, un vrai nappa. Donc parce que le nappa c'est un mot qui est un peu galvaudé ou simplement ça t'utilise pour des cuirs qui sont un peu souples. Mais ça veut dire que c'est un cuir qui est absolument pas protégé. D'accord. Donc il est très très fragile. Donc, et que si on met dessus un produit trop gras, ça va le saturer. Ça va le saturer, ça va le changer sa couleur. D'accord. Donc on va changer son aspect. Donc là on a une crème qui s'appelle la crème nappa. C'est laquelle? Peu importe. Ah bah je les tiens devant les yeux. Voilà. Et là, on a dedans, dans ce produit-là, on a des germes de blé qui sont du germe de blé, donc vraiment, donc ils sont des huiles, mais qui sont très peu grasses, qui vont permettre de réhydrater sans changer effectivement l'aspect et la couleur du. On pourrait dire c'est une crème pour cuir délicat. Exactement, cuir délicat. Okay. C'est ce qu'on appelle le nappa est un mot technique pour cuir délicat. Mais vraiment le seul test, parce que tout vendeur marqué va dire que son cuir est très beau, très fragile. Bien sûr. Mais vraiment, et peu importe la marque, parce que même les grandes marques, les plus grandes marques, ont des cuirs qui vont être pigmentés, d'autres qui vont être non pigmentés, etc. Donc il faut vraiment faire le test. Et parfois même en changeant de couleur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un noir qui va être pigmenté et avoir un beige qui ne sera pas pigmenté. Donc il faut vraiment faire le test. Et donc sur ces cuirs extrêmement fragiles, il ne faut pas aller sur la crème 1925. Non, parce que on va changer la majorité des souliers sont quand même... Non, tout à fait. Voilà. Parce que c'est normal parce que les souliers sont en contact avec la saleté, avec l'eau. Donc généralement, ils sont déjà un peu protégés. Et les cuirs délicats quand même, le nappa... Et surtout sur des sacs à main, sur de la maroquinerie qui est quand même un peu moins protégée aussi parce que dû à son utilisation qui est vraiment portée. Les souliers de femmes, par exemple, les souliers de femmes, on peut retrouver des souliers de femmes qui sont effectivement avec ce type de cuir. Alors mesdames, messieurs, vous avez la technique, vous vous souvenez, si vous suivez cette chaîne, on vous a enseigné la technique de la pose Napoléon pour vous permettre de savoir où boutonner votre costume croisé ou votre costume en général. Et là, on vient de vous apprendre la technique du doigt mouillé, qui n'est pas pour faire une estimation au doigt mouillé, mais qui est pour savoir à quel genre de cuir vous avez affaire. Alors, évidemment, ce que je pense, moi, c'est que 99% des souliers sont protégés déjà, parce qu'ils savent ça. Mais là, donc, ce que vient de vous donner, le petit secret que vient vous donner Marc Moura, le patron et propriétaire de Saphir, c'est donc, ça s'adresse plutôt au cuir délicat. Si vous avez un tout petit peu d'humidité encore dessus, ça veut dire qu'il vaut mieux aller vers une lotion ou une crème comme ça, extrêmement hydratante en fait, qui va vraiment... Hydratante, mais qui ne va pas changer du tout dans l'aspect, qui va enlever les petites griffures, parce que tous ces cuirs qui sont les nappas sont très sensibles aux petites griffures d'ongles, etc. Donc tout de suite, ça fait des petites marques, etc. Ça va faire tout disparaître, ça va redonner effectivement un aspect uniforme. Formidable. Formidable. Donc crème 1925, c'est le produit numéro 1 pour toi, qu'il faut absolument avoir. Oui, et ensuite... Et la crème 1925, ce qu'il faut savoir, c'est que
la formule est très très riche en cire. Donc, comme Katia le disait, naturellement, on utilise des solvants, de la térébenthine, la cire naturelle de pain. Il faut savoir que ça vaut 4,50 € du litre. Ah oui. Donc, nos confrères qui font des formules économiques vont faire un cirage à base d'eau. L'eau, le prix, même si elle devient rare, on n'est pas du tout au même niveau de prix. Parce que, donc, nous, on achète la térébenthine, 4,50 € du litre. Oui. La térébenthine est une essence naturelle du pin des Landes. Oui. Cette essence de térébenthine, elle permet de dissoudre les cires. Oui. Quand on fait une formule à base d'eau, essayez de faire fondre de la cire d'abeille dans de l'eau, même chauffée, etc. C'est comme l'huile. L'huile, on essaye de mélanger l'huile et l'eau, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, dans ce produit, la crème 1925, vous avez énormément de cire. Donc tellement de cire que c'est flagrant. Si vous prenez un cirage de la concurrence, c'est un autre petit test. Vous prenez la boîte que vous avez de n'importe quelle marque en crème d'un concurrent. Truc de supermarché. Oui, n'importe quoi. Même pas de supermarché. Il y a des chausseurs et qui vendent effectivement des cirages qui ne viennent pas de chez nous et qui sont forcément avec des formules différentes. Donc vous prenez un test tout ça, parce que la meilleure façon de tester le produit, c'est pas forcément de le tester sur la chaussure, c'est pas toujours évident de voir réellement ce qu'il y a dedans. Le test implacable, c'est de prendre une feuille de papier, une feuille A4, de l'appliquer avec le doigt, tout simplement, faire un petit cercle d'application. Donc on met le doigt dans le cirage, on applique un peu, on applique. C'est très 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 doux, etc. On fait la même chose avec le produit. La même quantité, bien sûr. Et on laisse sécher. Vous allez voir que déjà, rien que vous avez appliqué, vous avez tourné votre feuille papier. Vous allez voir que notre produit aura transpercé immédiatement à travers. Et on verra donc dessous une tache d'huile, donc d'huile, du beurre de karité qu'on met dedans, qui va nourrir le cuir, l'hydrater en profondeur. Vous retournez la feuille avec le confrère. Il ne se passe rien. Rien du tout. Il y aura de l'eau, donc du coup on va avoir une gondolation du papier, mais il y aura zéro tache. Gondolation, un gondolement, une gondolation, je ne sais pas. Mesdames, messieurs, nous sommes en direct, donc on ne sait pas, mais le gondolation, c'était un beau saut créatif, ma chère, la gondolation. On va garder ça entre nous la prochaine fois que je t'appelle au téléphone. Je te reparlerai de la gondolation. Donc, la crème 1925, c'est la base de la base, on va dire. Voilà. Et moi, je suis fou amoureux de ça. Ça fait partie de la base ou pas ? Oui. Oui ? Ah oui. Et l'avantage de ce produit ? Alors, moi, j'appelais ça la crème universelle. Et là, dans la gamme Saphir Médaille d'Or, ça s'appelle Smooth Leather Cuir Lisse. C'est de l'huile de macadamia, c'est ça ? Exactement. C'est la lotion. D'accord. Voilà, la lotion macadamia dans notre gamme. Donc, ce qui est vraiment spécial par rapport à cette crème, c'est... Elle peut s'appliquer sur les chaussures, sur les sacs, sur la maroquinerie. Elle est vraiment universelle. C'est pour ça que tout le monde aime ce mot, parce que c'est vrai que on peut l'appliquer sur beaucoup tous les cuirs. Enfin, moi, j'ai ça dans mon tiroir. En fait, je ne me souviens pas ne pas en avoir. Ce qui est fou, hein. Depuis que... Et je pense que le cas de beaucoup de gens, c'est une grosse vente, j'imagine. Exactement. Et l'avantage de ce produit, c'est que, et pour ça que tout le monde aime, c'est qu'il va nettoyer légèrement. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'appliquer sur toutes les matières. En fait, il ne va pas endommager la matière. D'accord. Il nourrit et il protège. Alors, certains me disaient qu'il a tendance à décolorer un tout petit peu. Est-ce que c'est vrai ? Non. Ça peut décolorer si le cirage, quand on dit décolorer, c'est enlever parce que ça nettoie un petit peu. Oui. Donc, si il y a un cirage qui a été mis en excès dessus, on va enlever un petit peu du cirage, qui est bien. Voilà, tu as dit le mot qu'il fallait, le mot excès, parce que moi, j'utilise ça depuis 25 ans. J'ai jamais eu un problème avec ça. Et au contraire, moi, ma femme peut en témoigner, quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps de faire un glaçage, on est vraiment pressé, il faut qu'on y aille, etc. J'ai toujours un petit bout de crème universelle, une petite noisette dessus, on fait pénétrer. Pendant ce temps-là, on se lave les dents, on se met du parfum, on laisse sécher une petite minute ou deux, avec un petit lustrage par-dessus, et roule ma poule. Mais c'est vrai qu'il y a des clients qui mettent trop en excès, parce que nos produits, comme on le disait, la crème 1925, c'est un produit qui est très très riche en cire, et qui est très très nourrissant. Il faut en mettre très 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 peu. Un peu comme ça. Même quelqu'un qui entretient régulièrement ses chaussures, il a presque pour 2 ans. Donc, parce que il est vraiment le bout de sa brosse, sans plus. Vous voyez, mesdames, messieurs, c'est quand même rare qu'un industriel vous invite à utiliser peu de son produit, parce que généralement dans l'industrie on a plutôt tendance à faire l'inverse. Non, mais c'est sûr, mais à faire en sorte que les gens chérit nos consommateurs, on veut qu'ils aient effectivement le meilleur produit, qu'ils utilisent à bon escient, donc on fait beaucoup d'efforts pour les former, donc, et pour essayer effectivement de les éduquer sur l'entretien des chaussures, ce qui n'est pas facile aujourd'hui, parce que c'est difficile de trouver un bon produit, de trouver des gens qui savent faire la différence entre les cuirs, quel produit il faut utiliser, comment est-ce qu'il faut utiliser, parce que le meilleur produit, on parlait par exemple du Napa,
c'est un très très bon produit, mais ça devient un très mauvais produit si on l'emploie sur du cuir lisse. Sans aucun intérêt. Ouais, ça, voilà, donc il ne va pas recolorer, il ne va pas nourrir assez. Bien sûr. Le meilleur produit, le pire dans notre cas. Et la particularité, c'est que nos produits sont destinés à des posteries très particulières. Donc il faut bien. Donc c'est-à-dire chez Saphir, par exemple, je veux dire une bêtise, mais je suis sûr que ça traverse l'esprit des gens. Donc vous pouvez travailler le cuir lisse, le daim, le cuir grainé, les peaux exotiques. Les peaux exotiques, toutes les peaux exotiques, vraiment toutes. D'accord. Et on a, quand on parlait des formules, des recettes, au début de la conversation, on a une infinité de recettes. Parce que les recettes, les cuirs lisses, chaque tanneur a bien sûr. Voilà, sa finition, etc. Et aussi, chaque client, on travaille tous les maroquiniers, tous les chausseurs les plus prestigieux. Et ils n'ont pas toujours le souhait que ça brille. Parfois, ils veulent que ça soit mat. Parfois, ils veulent que leur cuir soit plus protégé et moins nourri parce qu'ils ont une volonté d'assurer une protection sur leurs souliers plus grande que bien sûr. Et donc, nous, les formules, elles sont adaptées au cahier des charges que nous soumettent effectivement de ces bottiers. Le soulier, ça reste la grosse majorité de votre ça reste, mais ça dépend des zones de vente. Notamment la Chine, par exemple. On va s'orienter plus sur la maroquinerie. D'accord. Donc voilà, parce que il y a un grand engouement pour toutes les grandes marques de maroquinerie. Bien sûr. Et ces gens-là veulent, notamment contrairement à nous occidentaux et européens, on accepte en Occident et en Europe que les choses se patinent, que les choses deviennent un peu plus évidemment, c'est même ce qui fait le charme. Tout à fait. Mais dans ces pays émergents, etc., ça reste tout en neuf. Quelque chose qui commence à être vieux, c'est absolument pas possible. Donc, culturellement, c'est ils ont une volonté d'avoir des produits qui vont être plus protecteurs, qui vont pouvoir effectivement recolorer. Donc, ça veut dire que vous dosez pas pareil en fonction du marché? Non, on vend des produits différents. Des produits différents. Et aussi, il y a certains marchés qui ont... par exemple, la Chine, que tu citais, il y a un engouement pour la sneakers qui est démentiel. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est... Et il y a des sneakers, grâce à Dieu, il y a des sneakers en cuir de plus en plus. Tout à fait. Oui, quand je dis grâce à Dieu, c'est vraiment ça. Parce que, alors là, on en a parlé longuement dans plein d'émissions, mais nous, on pensait que le soulier traditionnel allait disparaître, et en fait, au profit de la sneaker. Et en fait, c'est notre soulier traditionnel qui est venu infuser le monde de la sneaker. Et là, il y a de plus en plus, même moi, j'en porte maintenant, parce que c'est des sneakers en cuir. Et maintenant, on arrive même à les ressembler. Non, c'est ça, parce que nous, qui travaillons avec tous ces grands bottiers, etc., ils ont un savoir-faire du soulier. Et en fin de compte, le soulier se vendant moins, ils ont dû trouver des alternatives. Donc, ils sont partis vers sneakers. Mais par contre, toute la partie supérieure, c'est fait avec les mêmes matériaux. Donc, c'est les mêmes matériaux qu'ils utilisent, avec les mêmes finitions. Ils changent effectivement la partie basse. Le principe du sneaker, c'est que c'est collé cousu, généralement, au lieu d'un cousu Goodyear ou un cousu Black. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Les gens qui suivent cette chaîne, je pense, connaissent bien le sujet. Mais là, récemment, j'ai eu notre ami Alexis Lafont chez Colincourt, notamment. Et puis, il y a Crown en Angleterre qui le fait aussi maintenant, où en fait, il propose maintenant un service de ressemblage. Donc ça veut dire que ça y est, alléluia, un sneaker, maintenant c'est plus juste pour 2-3 ans et tu les jettes, maintenant ça peut durer 10 ans, peut-être même 15, si c'est bien entretenu. Et quand le cuir est bon aussi, parce qu'on voit certains cuirs de sneakers qui craquent, mais parce que la finition est presque irréparable, parce que c'est du plastique. Bien sûr. Donc réparer du plastique, c'est très compliqué, même pour nous fabricants. Par contre, quand on a un produit qualitatif avec un beau cuir, il peut durer une vingtaine d'années. Il y a une idée incroyable qui me passe par la tête, là. Il y a une idée incroyable qui me passe par la tête, c'est-à-dire, en fait, votre business, c'est de faire des économies aux gens. C'est fou de penser ça, mais en fait, c'est presque ça. C'est la réalité. Nous, on est pour le développement durable et on est vraiment, à ce titre-là, vraiment indispensable parce que les gens doivent acheter des beaux souliers parce que c'est vrai que soit, comme Olivier disait au début, c'est quelque chose, c'est un investissement, mais on s'y retrouve très très largement parce que non seulement effectivement le soulier, parce qu'un soulier bien entretenu, on peut quasiment le passer à quasiment toute la vie normalement. Non, c'est sûr, sans aucun souci. Ressemeler une fois ou deux peut-être. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci là-dessus. Non seulement ça, le soulier bien entretenu, il est beau tout de suite, le premier jour il est beau, il restera beau tout le temps. Alors que quand vous achetez un soulier de qualité moyenne, etc., voire très basse, c'est moche le premier jour dès que vous portez, et ça ne va pas aller en s'améliorant au fil des années. Et vous assurez que le cuir se comporte bien tout au fil de sa vie et qu'il soit de plus en plus joli, même d'une certaine manière. Différentes étapes de la vie, on a différents produits, parfois on a des huiles en aérosol pour vraiment
pouvoir hydrater en profondeur le cuir lorsqu'il est un peu plus ancien. Voilà, donc dans cette logique acheter mieux, acheter moins, vous êtes à 100% avec nous. Parce que nous, c'est ça qu'on promeut depuis des années et des années et des années. On dit aux gens, achetez mieux, achetez de la qualité, investissez un tout petit peu au début. Et avec des produits comme cela, en gros, et en plus, alors moi, après, ça c'est la deuxième partie de l'histoire. Mais pour moi, c'est devenu un plaisir. C'est-à-dire que je crois qu'ailleurs, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous avez des témoignages. Je pense, oui. Quand ils ouvrent une boîte de saphir, c'est presque un bain de jouvence. Pour les gens qui sont assez actifs, c'est un moment de repos, un peu de vous les gens, ils se déconnectent un petit peu de ce qu'ils font toute la semaine. Bien sûr. Et puis ils ont un plaisir à entretenir effectivement leur soulier. Et voilà, et surtout quand on le fait avec des bons produits, des produits agréables à travailler. Alors donc on a vu la crème, la lotion, la crème 1995. Allez, rajoute un petit troisième dans ma besace. La pâte de luxe, on l'appelle. Donc, alors, c'est pas des pâtes à manger cette fois, c'est une pâte de luxe. Oui. Exactement. Et celle-ci, c'est principalement pour la brillance. D'accord. Donc, que ça soit le glaçage pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, parce qu'on a un autre produit qui est quand même un peu plus efficace. Ça s'appelle le Mirror Gloss. Exactement. J'ai déjà essayé. Bravo. C'est rigolo. Donc là, vous avez rajouté de l'eau en fait dedans. Non, je ne vois pas. Donc là, on a enlevé des solvants, on a mis plus de cire, brillante. Donc en soi, on le met dessus. C'est vraiment uniquement pour faire le glaçage sur la partie des bouts de la chaussure. On vous renverra. On a fait une émission spécifique là-dessus, donc c'est pour les gens qui aiment ça. Mais c'est très particulier. Parce que là, il faut savoir qu'à cirage, on lui demande plusieurs choses. On lui demande de nettoyer un petit peu, parce que c'est bien de pouvoir enlever les anciennes cires, etc., de pouvoir préparer le cuir à être hydraté. Donc, c'est le cas de notre cirage, il a un aspect nettoyant. On lui demande aussi de nourrir le cuir et de briller. Mais un cirage qui ne fait que de briller, en soi, c'est pas bien du tout. Et on a des confrères qui font des formules et qui font que briller. Et là, c'est vraiment très très mauvais pour le cuir. En sachant qu'il faut absolument bannir tout produit qui brillerait tout seul. Enfin, un produit qui brille tout seul sans qu'on lustre à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est ce qu'on essayait de nous vendre dans les supermarchés. Ça, c'est le pire de tout. Parce que là, vous vraiment détruisez la chaussure à coup sûr. Donc, il vaut mieux... Parce qu'en fait, pour que ça brille, il faut de toute façon de l'huile de coude. Donc, il vaut mieux acheter une mauvaise marque de cirage en boîte, en pâte, etc., avec des cires de mauvaise qualité, des mauvais solvants. Ça sera moins mauvais que ces trucs auto-brillants. Soit des éponges. C'est soit des résines. Avec l'éponge au bout. Parce que là, c'est des résines plastifiantes qui font une couche de plastique en surface. Le plastique. Et en fait, qui empêche au cuir de respirer. Donc là, ça bouche les pores. Chaussure, donc là, on a des produits pour enlever tout ça et repartir sur un. Bien sûr. Donc voilà, c'est qui permet. Ah oui, vous avez des produits pour décaper. Décaper, enlever tous les mauvais produits. Le cuir n'a pas changé de couleur, sa patine restera. Mais ça, on le conseille. Quelqu'un qui n'aurait pas entretenu ses chaussures avec un produit saphir, on lui conseille très fortement. Si la personne ne sait pas trop ce qu'il a entretenu, je dirais que tout produit hors saphir vaut mieux, effectivement, parce que quasiment l'intégralité utilise soit des silicones, soit des résines pacifiantes. Donc il vaut mieux enlever tout ça, donc on a nettoyé. Et redémarrer du bon pied. Du bon pied. Parce que sinon, on va arriver progressivement à l'enlever avec la crème nettoyante, mais pas suffisamment rapidement. Et c'est dommage. Il faut travailler sur une surface cuir comme celle était à l'origine, lorsque la chaussure était fabriquée, et de pouvoir hydrater, nettoyer. Vous voyez, le produit, c'est le Reno Cleaner. Le Reno Cleaner, d'accord. Alors donc, on a dit crème 1925, lotion et une pâte. Et là, on est armé. Voilà. Et là, on va dire, ça coûte quoi, les trois? Si j'achète ça dans le commerce, ça va me coûter quoi? Moins de 50 €. Et ça va me durer? Voilà, vous avez pour 10 ans. Non, pas 2 ans. 2 ans, 3 ans 3 ans, oui. D'accord. Moi, j'ai des produits qui ont duré plus longtemps que ça, mais peut-être je les cire moins. Ça dépend si vous avez qu'une seule couleur, si vous avez plusieurs couleurs. Bien sûr. Et quelqu'un qui entretient très très bien, là, 2 ans, 3 ans à coup sûr, c'est quelqu'un qui entretient toutes les semaines quasiment ses souliers. Mais si vous entretenez une fois par mois, ça peut durer 10 ans. Et le produit ne se périme pas, donc c'est quelque chose... Donc, mesdames, messieurs, ça veut dire en gros, 15 € par an. Quelque chose comme ça, pour 45 €. 15 € par an pour avoir vraiment quelque chose qui va faire en sorte que vos cuirs vont non seulement s'entretenir, mais moi je fais partie de ceux, alors peut-être je suis un peu un poète, mais je fais partie de ceux qui pensent que le cuir devient encore plus joli parce qu'on voit toutes les traces et puis le travail qu'on a fait dessus, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai une relation presque un peu amoureuse avec cette chose-là, et je pense qu'avec ces outils-là, vous êtes armés vraiment pour très très longtemps. Et après, bien sûr, vous avez développé des produits pour tous les types de cuir. Par contre, beaucoup de gens vendent beaucoup d'imperméisants, notamment les marques de basse qualité. Pour nous, l'imperméisant est très utile
pour tout ce qui est nubuck, tout ce qui est daim, tout ce qui est les fameux cuirs napa qui sont très très poreux, pour la maroquinerie, mais pour les cuirs lisses, sans intérêt. Pour nous, pas besoin. On n'a pas besoin parce que nos cires sont la meilleure protection contre l'eau. Donc en gros, mesdames, messieurs, ce que Marc est en train de nous dire, c'est que si on vous vend une crème imperméabilisante pour du cuir lisse, c'est un petit peu... Nous, c'est intégré dedans. C'est ça, directement. C'est intégré dedans. Et vous pouvez faire l'essai. La fameuse feuille de papier sur laquelle on a appliqué notre produit, on a appliqué le concurrent. Vous laissez sécher, vous lustrez avec un chiffon saphir de coton doux, etc. Vous allez voir un très très beau brillant. Vous mettez une goutte d'eau. L'eau va rester dessus, elle va s'évaporer, c'est tout, elle s'évaporera, mais elle ne pénétrera pas. Vous faites la même chose avec le concurrent, ça va pénétrer mieux. Et donc vous avez des gammes spécifiques pour le veau velours, pour le daim, pour le nubuck. Alors petit point de sémantique pour les gens qui ne sont pas totalement immergés dans notre monde. Ce qu'on appelle le veau velours ou plus communément le daim, c'est en fait l'autre côté de la peau. C'est assez simple. Vous avez la peau, la fleur, et puis vous avez l'autre côté qui est le daim. Et ce n'est pas la même chose pour le nubuck, puisque le nubuck, c'est un cuir normal, mais qui a été gratté. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est la pleine fleur qui a été légèrement poncée. Exactement. C'est tout. Donc exactement, parce que les gens font la confusion entre le nubuck et le daim. Et donc c'est deux choses très différentes. C'est en fait le côté pile ou le côté face. Sauf que dans le cas du nubuck, c'est gratté directement. Et donc ça veut dire que vous avez développé des produits pour tous les types de cuir imaginables. Même parfois qu'on n'aurait même pas pu imaginer, parce que tous ces grands maroquiniers, bottiers, etc., ils vous sortent parfois à travers le monde des tanneries qu'on n'a jamais rencontrées, avec des cuirs, avec des finitions très particulières. On est en train de parler des tanneurs, etc. Je pense qu'il est important parce qu'on parle tout le monde est très conscient de l'impact environnemental des choses, de l'importance qu'on a pour les générations futures, de ce qu'on respecte notre planète, etc. Et vraiment, je pense qu'il est important auprès de nos auditeurs de leur faire passer le message qu'il n'y a rien de plus bien pour l'environnement que le cuir. D'accord. Le cuir, il faut vraiment le comprendre, c'est un sous-produit de l'industrie de la viande. On sait ça. C'est la première expérience de recyclage, en fait. Du monde. Depuis la préhistoire, on tue les bêtes, on les mange et on se couvre avec leur peau. C'est un recyclage. Donc il ne faut pas tomber dans le piège des produits soi-disant tu parles de produits véganes, etc. Oui, parce que ça va être du plastique, ça va être des matériaux qui sont tellement transformés qu'on va trouver une petite fibre végétale et autres, mais bien sûr. Qui ne seront pas recyclables, le cuir réellement, de toute façon, tant que les humains mangeront de la viande, il y aura du cuir. Parce qu'aucune bête n'a jamais été élevée pour sa peau. C'est un alors certains vont vous dire oui, sur des cuirs un peu exotiques dans d'autres pays. Mais ça, après, c'est autre chose. En tout cas, les cuirs lisses, les vaches, les bovins, qui nous concernent. Là, on parle de chez nous. De nos cuirs lisses. Exactement. On ne parle pas de l'alligator ou du lézard, etc. Bien sûr. Mais vraiment, ces cuirs de bovins, en soi, tant qu'on mange de la viande, le cuir, les abattoirs, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, si on n'en fait pas des chaussures ou des articles divers et variés, bien sûr. Il faudrait l'incinérer, il faudrait l'enterrer dans des décharges publiques, etc. Et on serait bien embêté. On serait très, très embêté. Et l'avantage, encore une fois, c'est que contrairement à tous ces matériaux synthétiques, plastifiés, etc., les beaux cuirs, c'est des cuirs qui sont sans rien en surface. Il n'y a pas de résine, il n'y a rien du tout. Bien sûr. Qui vont très bien vieillir et qui vont permettre, effectivement, comme on le disait, d'être sommelés et de durer pendant 50 ans, 60 ans. Voilà. Donc là, il y a vraiment un point écologique important. Bien sûr. Le cordonnier va réparer l'article, va ressommeler, etc. Et là, on coche toutes les cases. On ne peut pas faire mieux. C'est vrai qu'on coche toutes les cases. Sonia je ne regarde pas mon téléphone, mesdames et messieurs, c'est que Sonia m'a fait passer des petits messages en me disant, voilà, pose-leur cette question-là, parce que vous savez, on aime bien faire les choses en direct, mais elle est toujours, c'est un petit peu derrière, elle est toujours derrière moi. Et là, elle m'envoie un message en disant, voilà, pose-leur 4 questions, un tout petit peu... pas plus rigolote, mais on va dire quelque chose encore un peu plus pratique. Alors, peut-être pour toi, Marc. Alors, elle me dit, est-ce que tu as déjà vu un miracle qui s'est accompli avec un produit saphir, ou que tu as vu une paire de souliers, mais totalement à l'agonie, et que vous avez réussi, grâce au produit saphir, à remettre en vie?
Ça va comme question? Oui, ça va tout fait, c'est sûr. Mais ça veut dire... moi, parce que là, on dit Saphir est très connu, Saphir, effectivement, enfin, tout le monde connaît. Ce qui est agréable pour nous dans notre métier, c'est que, ok, c'est très connu dans certains pays, dans certaines zones, bien sûr. Mais comme on l'exporte dans 100 pays, on est amené effectivement à aller, par exemple, à Jakarta, aller dans le bout du monde, en Nouvelle-Zélande ou tout un tas de pays où on commence tout juste effectivement à se développer. Et moi, je me déplace toujours avec quelques produits et je joue magicien. C'est-à-dire que j'arrive devant un professionnel, etc. Et je m'amuse parfois donc, à lui demander, à lui sortir de sa cordonnerie, une chaussure vraiment très mauvais état. Très mauvais état, etc. Et à lui dire, écoutez, donnez-moi cette chaussure-là qui est sur l'étagère-là, je vais vous la rénover. Et au début, le client, lorsqu'il reçoit quelqu'un avant qu'il vende du cirage, machin, il dit, moi, vous savez, le cirage, ça fait 20 ans que je tiens ma cordonnerie, que je connais mon truc, etc. Je suis professionnel, je suis un bottier, je connais tout, j'ai tout vu. Ça m'intéresse pas du tout, j'en veux pas. Donc, gentiment, vous le dit, mais vous faites comprendre que voilà, il a son fournisseur, tout va très bien. Bien sûr. On descend l'article, je commence à appliquer, etc. Je commence à lui montrer. À la fin, il prend sa photo avec la chaussure devant lui, etc. Il est tellement surpris de voir qu'on peut faire des miracles, qu'on peut rénover quelque chose avec des produits qui, une fois même appliqués sur des cuirs les plus fragiles, vous pouvez appliquer une crème recolorante, repigmentante sur un cuir très très abîmé. Vous pouvez l'illustrer avec une cravate Hermès. Ça, j'éviterais quand même de l'illustrer. Non, mais je vous garantis, ça ne bougera pas. Certains produits techniques qu'on en a comme ça pour la maroquinerie, etc. ne bougent pas. Une cravate en soie. Et ça, les gens sont stupéfaits. Donc, tu veux dire que si je prends un cravate en soie, ça ne va pas la détruire en fait? Non, du tout, parce qu'on a des crèmes qui sont faites pour ça, pour la maroquinerie, qui vont repigmenter. Il est bien, ton père. Franchement, il nous dit des trucs. Non, mais ça, c'est vraiment c'est impressionnant. Et même des professionnels qui ont 40 ans de métier, etc., qui ont fait toute leur carrière, qui ont tout vu, vous leur faites des choses comme ça. C'est bluffant. Et c'est pour ça que c'est presque un jeu. Moi, j'ai parcouru plusieurs fois tout le monde, etc. C'est ça que j'adore avec mon père, c'est qu'il se prête au jeu et les personnes le voient vraiment travailler le produit, le voient le faire. Alors moi, j'ai été, comment dire, j'ai été, Katia, témoin de ça hier soir, puisque le leader mondial de l'entretien du beau cuir, donc devant moi, Marc, regardait les bottes de mon caméraman et d'ailleurs qui est mort de rire derrière la caméra et je me suis dit quand même c'est étrange que Marc Mourac, c'est un peu une sommité ou la sommité de ce monde-là, était à quatre pattes en train de regarder les bottes de mon caméraman parce qu'il dit mais comment tu as fait pour abîmer à ce point ta botte? En gros c'était ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est aussi comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on arrive à se développer partout. Bien sûr. Là on est arrivé en Australie tout récemment. Saphir Médaille d'Or est rentré dans toutes les plus grandes chaînes de magasins. Et on va faire un co-branding qui va être lancé là en décembre. C'est encore un peu confidentiel, mais on peut le dire, avec la marque Aram Williams, qui est le numéro 1 mondial de la Boots. Ils font plus de 400 000 paires de Boots. C'est ça. Et qui est la première marque australienne, une marque iconique, qui sont arrivés avec les premiers Européens qui arrivent en Australie, qu'il fallait qu'ils chaussent. Donc ils ont chaussé un peu des chaussures indestructibles. C'est des One Cut qui sont très... Et j'ai vu que récemment, vous avez une filiale déjà en Australie. Exactement. Et ce qui est surprenant sur ce marché-là, c'est qu'en Australie, personne ne nous connaissait. C'est loin, les Australiens, Saphir, on a très peu vendu, pas de notoriété. Et en fait, en démontrant les produits et en les montrant là récemment, les deux dernières années, donc les 3 dernières années, on a montré finalement à tous les cordonniers le produit, on leur a expliqué. C'est bien et ça. Finalement, c'est tellement convaincant que les gens, ils changent. C'est bien. Tu sais, ça me rappelle une histoire, ça va vous faire plaisir. On a fait un reportage avec mon équipe chez Harris Tweed il y a 3-4 ans. Et on était avec Brian Wilson qui était le conseiller économique de Theresa May à l'époque au gouvernement britannique, et il me disait Hugo, tu sais, mon plus grand plaisir, mon plus grand honneur, c'est quand quelqu'un, parce qu'il me dit généralement les gens achètent Harris Tweed, ils achètent l'étiquette avec et ils mettent ça dans leur veste pour le vendre plus cher parce que c'est comme une appellation d'origine contrôlée. Tu sais, c'est du Harris Tweed. Et il me dit là où je suis encore plus joyeux, c'est quand une grande marque de luxe qui, par définition, n'a pas besoin de mettre ma marque à l'intérieur de son vêtement, qui, c'est les mêmes, ceux qui commencent par un H ou commencent par LV, par exemple, eh bien, quand ils achètent du tweed, ils l'achètent pour la qualité intrinsèque du public, du produit, et pas pour le nom. Et donc là, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très rafraîchissant de savoir que
même si votre marque est quand même connue, il faut le dire, surtout dans le monde du beau soulier, évidemment, vous êtes incontournable. Vous êtes encore en capacité de surprendre les gens juste par la qualité du produit et pas par la notoriété. Et ça, c'est... Il n'y a que la qualité qui nous tient de façon de dire ça. C'est fondamental. Je suis certain que si on changeait les qualités, nos consommateurs s'en apercevraient rapidement. Enfin, on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est pour ça qu'on est très, très consciencieux, effectivement, de la sortie de chaque fabrication, que ça soit parfait. Parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui utilisent le produit depuis très, très longtemps et ils remarqueraient un changement de concentration. C'est un peu aussi ce qui a fait notre force et notre réussite. C'est qu'on est, somme toute, dans la fabrication de produits, entre guillemets, un peu des formules. Donc, il est facile de changer la formule en disant, là, au lieu de mettre 10%, je vais mettre que 7%, 8%. Bien sûr. Donc, on diminue un petit peu les intervenants plus chers. Il y a un moment, de toute façon, où il y a le point de rupture. Bien sûr. Voilà, et c'est ce qu'ont fait tous nos confrères. Pour pouvoir vendre à leurs distributeurs des produits toujours un peu à un prix plus bas parce qu'ils cédaient à la pression du distributeur qui veut plus de marge, etc. Ils ont été obligés d'adapter leur formulation et à un moment, le produit, il ne ressemble plus à rien. Bien sûr. On s'est toujours refusé ça, nous en tout cas chez Havel et chez Saphir, de faire des compromis. Nous, la formulation, lorsque le laboratoire a un cahier des charges, donc un client, un bottier, un maroquinier nous contacte, la plupart de nos clients, c'est des clients très très fidèles depuis des années. On leur fait la recherche gratuitement. C'est-à-dire qu'un maroquinier de tous les grands noms, etc., tous les bottiers, ils peuvent nous demander de créer un produit spécifique pour leur atelier, de repigmentation, de finition, etc. Sans nous parler de volume, etc., on va leur faire le produit. Après, peut-être on va nous commander 200 pièces. Parfois, on fait des fabrications, on en fait 24 unités. Ils sont un peu fous chez Saphir, mais c'est pour ça qu'on vous aime, en fait. Vous êtes un peu fous. Non, c'est bien, c'est vrai. On fait ça par amour. Bon, après, naturellement, on n'est pas philanthrope. Donc, ça, tout ça fonctionne parce qu'en soi, on sait très bien que les maroquiniers, c'est donnant-donnant. Et ils vont parfois leur rendre un service. Lorsqu'il y a une grosserie, nous, elles font faire aussi. Donc, voilà, tout ça fonctionne. Et puis, long terme, on apprend toujours d'eux. Un artisan, tous nos produits, toutes les créations, elles sont faites en collaboration avec des bottiers, avec des services après-vente, etc., qui vont vraiment, c'est des techniciens, c'est pas des acheteurs. L'acheteur, moi j'en ai horreur des acheteurs. Les acheteurs de la grande distribution, et je veux pas effectivement en parler, etc. C'est pas. C'est-à-dire que ton juge de paix, c'est pas un tableur Excel, c'est la qualité du produit. Exactement, c'est ça. Pour aller vite. Mais alors, j'ai une question. Alors peut-être que tu n'as pas la réponse à ça, mais est-ce que tu as une idée du nombre de gens sur Terre qui ont un produit Saphir dans leur tiroir? Est-ce que tu as une idée? C'est vrai, c'est une bonne question, mais c'est difficile. C'est difficile parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des chaussures de qualité, etc. Et c'est vrai que notre produit il est très très bon, mais en fin de compte, il est inutile. Si vous avez des chaussures à 20 euros, à 30 euros, il n'a aucun intérêt. Parce que le cuir, il est plastifié. Donc, quel est l'intérêt de mettre des cires sur un cuir plastifié? Ça n'a aucun intérret. Donc, c'est même presque plus mauvais que de mettre un produit à base d'eau. Est-ce que c'est la même chose sur les book bindés, le cuir book bindé? Parce que c'est un grand débat, ça. Je sais qu'il y a certaines grandes marques de chaussures qui font ce fameux cuir qui, normalement, est un cuir qui est fait pour la reliure des livres, etc., mais sur lequel il y a une espèce de petite couche un peu brillante dessus. Est-ce que c'est entretenable, ce genre de cuir, ou c'est compliqué quand même? C'est plus compliqué, mais il faut prendre une crème moins riche en cire, qui soit un peu plus légère. D'accord. Parce que je sais, à une époque, certaines grandes maisons, on peut le dire, Church, par exemple, avait fait beaucoup de cuir bookbindé à une époque, et je savais que beaucoup de puristes se disaient, mais on va pas pouvoir l'entretenir. Toi, avec les produits, on sait entretenir un cuir bookbindé. Il suffit d'en mettre beaucoup moins. Moins le cuir, même un cuir à 20 euros, en soi, il faut vraiment mettre quasiment aucun cirage dessus. Très très peu. C'est une question de dosage, parce que le produit, en fin de compte, il marche très bien. Mais si vous en mettez autant que sur un cuir de qualité, plein de fleurs, etc., il va pas moins pénétrer, il va pas boire, donc tout va rester en surface. Et il y aura un excès du coup de cire qui va être en surface et ça peut s'enlever. Donc je reviens à ma question. Une estimation de gens, on parle... C'est en millions, forcément. C'est en millions. Déjà qu'on voit le nombre d'unités qu'on sort. Et par contre, ce qui est très surprenant pour nous, c'est que notre clientèle d'origine, qui était comme les passionnés de la chaussure, de qualité, etc., elle est en train de s'étendre de façon très large parce qu'on a eu la bonne surprise que des publics qu'on ne pensait pas du tout toucher, notamment l'armée. L'armée britannique, il faut savoir que tous nos jeunes militaires britanniques, contrairement à chez nous, ils ont quand même une tradition chez eux où la chaussure doit être extrêmement brillante. Et tous les matins, s'ils ne sont pas leur caporal, etc., leur fait le reproche effectivement que c'est pas bien. Donc les militaires britanniques, ils passaient un temps fou à cirer avec des cirages de mauvaise qualité pour avoir ce beau glacis. Bien sûr. Et en fin de compte, ils ont découvert que Saphir existait.
Et en soi, ils passent beaucoup moins de temps. Ouais. Ils vont au pub avec leurs copains ou ils vont faire effectivement une date avec leur ami plutôt que de rester à briquer leurs chaussures. Et donc, c'est des marchés qu'on a aujourd'hui. Hein. On peut citer la Suède, on peut citer effectivement l'Angleterre, la Thaïlande. C'est vrai, sur les armées, en fait. Tous ces pays-là, on fournit. Et pas la France, mais alors que se passe-t-il ? La France, je suis sûr indirectement, mais il n'y a pas de centralisation vraiment comme ça, mais moi et puis on a toujours en France peut-être on n'a pas encore peut-être mais bon l'avantage c'est que c'est les militaires eux-mêmes qui s'en rendent compte et qui en bien sûr. Bon allez, on va dire c'est pour sûr plusieurs millions de personnes en sachant qu'il y a beaucoup de marchés où on est vraiment archi leader. On a 70% de part de marché. Hein. Quelle est la plus grosse erreur qu'une personne peut faire quand il cire ses chaussures ? En tout cas, ce qu'on risque de faire avec Saphir, hormis le fait de ne pas utiliser bon produit, mais s'en mettre de trop. Ah oui. C'est vraiment, c'est une erreur assez commune, somme toute. Assez commune, parce que le consommateur, il veut toujours bien faire, il veut être assez généreux. Il pense que plus, c'est mieux, alors que c'est le contraire. Il faut vraiment être très économique et en mettre très très peu, parce que ça suffit largement, le peu qu'on mettra, on en mettra toujours de trop, parce que le cirage est tellement riche en pigments, parce qu'on a près de 20% de pigments dans les formules, etc. Donc les pigments qui vont rester sur le cuir, pas aller sur le pantalon, et qui vont réellement colorer, parce que nos confrères, quand vous regardez le produit, effectivement, vous avez la couleur. Mais quand vous l'appliquez, il n'y a pas de couleur. Elle est visuelle, mais elle n'est pas sur le cuir. Donc voilà. Et donc vraiment, l'erreur la plus commune, c'est d'en mettre de trop. Vraiment. Et je pense que c'est d'ailleurs, on pourrait faire un zoom arrière et appliquer ça à la vie en général. L'excès, trop généralement, c'est un aveu de faiblesse d'une certaine manière, mais c'est vraiment très très important. Et j'aime bien la comparaison que mon père fait souvent avec le chocolat. Le chocolat, c'est très bon. Tout le monde aime ça. Sauf moi. Mais bon, je suis un peu une curiosité. Non mais c'est vrai, en plus, je suis de la curiosité absolue, je n'aime pas le chocolat. Mais je ne sais pas pourquoi. Après tout, c'est comme ça. Mais oui, grande majorité des gens aiment le chocolat. On en mange trop. Bien sûr. On se rend malade. Ah bah oui. Et moi j'ai la même histoire avec les marrons glacés. J'en ai mangé trop et je peux plus les voir maintenant parce que ça nous rend mal. Ah oui, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Transmission, donc grand-père, père, toi, tes filles maintenant. Et donc tu as une deuxième fille qui est pas loin de l'entreprise. Allez, on peut le dire. Elle termine ses études à la fin de l'année. Actuellement, elle est partie, elle est réserviste. Elle est partie s'occuper de la protection des JO, donc site des JO, donc à Paris. Donc, et alors, comment on vit ça en tant que père? C'est un soulagement, une fierté, comment tu expliquerais ton sentiment? Mon sentiment, c'est effectivement une grande fierté, c'est un but aussi. Oui. Donc c'était quelque chose que tu voulais faire. Oui, c'est même pas possible autrement. Oui. D'accord. Ah oui, donc vous n'avez pas eu le choix. Mais enfin, en même temps, ça vous plaisait. Oui, en fait, on s'est. Après, il nous a pas mis le couteau sous la gorge. Du coup, il est très passionné, donc il nous a un peu transmis cette passion. Et c'est vrai que après, quand étant jeune, on sait pas trop quoi faire. Donc c'est vrai que on a fait une école de commerce, donc voilà, pour avoir une ouverture un peu plus grande. Et puis après, finalement, petit à petit, on s'est dit, oui, finalement, c'est génial de travailler en fait pour une entreprise familiale, pour vraiment, et en fait. Sophia a fait ses expériences aussi, ma sœur du coup a fait ses expériences ailleurs, et c'est vrai que finalement travailler pour sa propre société, c'est génial. On a vraiment des beaux produits, et puis maintenant on est quand même, moi et ma sœur aussi, très conscients de la rénovation, de moins consommer, et c'est vrai que ce produit-là est vraiment en adéquation avec ce qu'on aime et ce qu'on... Et puis quand même, donc dans le cœur d'un père, c'est chouette. C'est vrai que c'est comme tous les beaux objets, les belles choses, etc. L'entreprise, moi je dis souvent que c'est un peu, on a trouvé une pierre, on l'a trouvée, elle est jolie, mais au fil des années on l'a polie, elle devient de plus en plus belle. Et celle-ci, elle a été polie par mon grand-père, par mon père, par moi. Et on passe effectivement sa fille. C'est important, c'est des sentiments très forts, je pense, dans intergénérationnel. Et nous, on milite, mesdames, messieurs, vous le savez, beaucoup pour ça. Parce qu'on vit dans un monde qui a un peu tendance à perdre ses valeurs, de fidélité. Et puis au-delà de ça, je pense qu'aussi c'est
Moi, ça me fait plaisir et c'est pour ça que je suis content, on va conclure là-dessus, d'être venu vous voir parce que c'est au-delà. Bon, évidemment, les produits Saphir, on les connaît, vous les connaissez et si vous les connaissez pas, je vous invite grandement à en faire l'acquisition. On achète ça chez le cordonnier, vous avez un site en ligne également où on peut commander directement. Exactement, c'est tout récent, c'est tout récent. Ouais. La semaine dernière, on a sorti notre site en ligne Saphir Médaille d'Or. D'accord. Donc c'est sur le site saphir.paris. D'accord. Et vous pouvez. Et là, on peut acheter directement, ce qui était pas le cas jusqu'à présent. Exactement. Parce que vous protégiez vos détaillants, c'est ça? On veut toujours les protéger, donc, mais en soi, donc, on a été obligé de le faire. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que malheureusement, les détaillants ne peuvent pas avoir toute la gamme complète. On a trop de produits, trop de coloris, trop d'accessoires. D'accord, j'ai compris. Et vraiment, et on avait des demandes de la part des consommateurs qui voulaient la couleur spécifique, l'embauchoir, la brosse, etc. Et voilà, donc c'est un peu contraint et forcé. Qu'on l'a fait pour rester. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi parce que je pense que tous les gens qui aiment les souliers, moi, je n'irai pas ailleurs que chez mon cordonnier, par exemple, parce que je suis attaché à lui, tout simplement, etc. Mais par contre, c'est vrai que sur des produits très spécifiques, c'est quand même mieux d'avoir accès. Voilà. Puis par contre, au niveau prix, vous allez retrouver le même prix. C'est la même chose. On n'a aucune volonté de prendre la place de nos clients. Vraiment, ça n'a aucun intérêt pour nous. Et au contraire, on trouve que c'est bien que justement que les clients, cordonniers, bottiers, etc. puissent former, expliquer comment se concire, etc. Les chaussures. Nous, on arrive en complément pour les trous dans la raquette, parce qu'il y a des zones où il n'y a pas forcément les produits, parce que les gens n'ont pas envie forcément de se déplacer. Bien sûr. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait un peu d'émotion à cette table juste à la fin de cette interview parce que quand on parle de la famille, je suis comme toi Marc, moi quand tu me parles de mon grand-père bottier etc, je commence à avoir la gorge qui se noue un tout petit peu, mais c'est normal parce que c'est l'essence de la vie et je pense que c'est dans cette vie un petit peu bizarre en ce moment où on est en train de perdre nos valeurs, avoir une belle entreprise comme vous qui d'abord porte très très haut l'étendard de la France dans le monde entier et en plus nous permet à tous de faire durer plus nos objets en cuir, donc d'être cohérent par rapport à la démarche de développement durable en tant qu'entreprise, mais aussi en tant qu'individu. Je pense que vous avez toutes les qualités, outre le fait, en plus que grâce à vous, on peut faire durer nos objets plus longtemps et que donc vous êtes générateur d'économie. J'aurais dû faire de la publicité pour vous, parce que j'arrive bien. Vraiment, j'invite vraiment les consommateurs à essayer les produits parce que c'est sûr que même un non-averti, il va voir toute la différence. Ça a été fait pour ça. C'est pour ça aussi qu'on a mis la barre aussi haute. Il ne faut pas être simplement un peu mieux que les autres. Il faut être tellement bien que quelqu'un qui ne connaît rien va tout de suite voir. Et à la limite, le nom lui importe peu. Il voit le résultat sur le produit et d'un seul coup. Et en plus, pour moi, mesdames, messieurs, je vais conclure là-dessus, ça sent bon. Et c'est une histoire, pour moi, ça me remplit d'images mentales de ma jeunesse et de moments où évidemment, moi, j'ai un grand-père cordonnier. Donc, évidemment, je suis un peu tombé dedans aussi quand j'étais petit. Mais aussi tous les moments un petit peu du temps suspendu comme ça où on prend le temps parce que moi c'est un moment de réflexion presque quand je m'occupe de mes souliers. Alors Marc m'a demandé tout à l'heure, je suis arrivé avec une paire impeccablement glacée si c'est moi qui le faisais, alors je les fais pas toutes mais quand même de temps en temps le dimanche j'aime bien me poser un tout petit peu, mettre de la musique sur un bon système son parce que je suis assez audiophile et un peu de musique classique et puis commencer à cirer, et j'aime aussi repasser mes chemises et cirer mes souliers. Mais c'est les deux activités que je préfère. Merci Katia, merci Marc pour votre accueil. Nous avons passé un bon moment ensemble et quant à nous, mesdames, messieurs, on va vous mettre tous les liens, les émissions précédentes qu'on a fait ensemble sur le glaçage, bien sûr le lien pour pouvoir vous procurer des produits Saphir directement si vous le souhaitez. Avec le petit conseil de Marc, c'est continuer à aller chez votre cordonnier, continuer à aller chez votre chausseur s'il distribue la marque Saphir. Je pense que les gens qui distribuent la marque Saphir, ça veut peut-être dire, c'est peut-être un bon signe par rapport à la qualité de leur travail, parce que les gens sont sensibles, les gens qui sont sensibles à cette qualité, généralement, c'est parce qu'ils font eux-mêmes du très bon travail. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales très prochainement. D'ici là, habillez-vous bien, achetez de beaux souliers et puis surtout, entretenez-les avec des produits Saphir, bien sûr. À bientôt les amis, au revoir.